Bienvenue sur la plateforme e-online pour ce e-talks organisé sur la thématique « Repenser l'hôtellerie de demain dans son rapport à l'environnement et à sa raison d'être ». Je m'appelle Laurent Delporte, j'accompagne des investisseurs, des hôteliers dans leur stratégie d'entreprise pour les préparer au monde de demain. Et j'ai également un média, Delporte Hospitality Magazine, où j'aborde les sujets sur les tendances de l'hôtellerie et pas mal d'interviews de tous les acteurs du monde de l'hôtellerie de luxe. J'ai le plaisir aujourd'hui d'organiser et d'animer cette table ronde avec Anne Michaud, professeure associée à HEC, Stéphanie Ledoux, architecte chez AW2, et Jean-Louis Poiroux, fondateur d'Espace 5 Mondes. Nous allons aujourd'hui parler de la naturalité dans l'hôtellerie de luxe. Que vous soyez hôtelier, investisseur, fournisseur, concepteur et même client de cette hôtellerie, cette conférence sera une source d'inspiration pour vous aider dans votre réflexion. Les besoins d'aujourd'hui ne sont clairement plus les mêmes que ceux d'hier et il faut envisager les enjeux de demain qui se profilent. Nous allons nous projeter sur les 5, 10, 15 prochaines années et même plus. Pour commencer, je vais donner la parole à Cyril Delval. Cyril Delval est basé à Singapour. C'est un client d'hôtellerie, d'hôtels de luxe très présent dans le monde entier. Il voyage beaucoup. C'est un ancien banquier d'investissement. Il est entrepreneur. Il a 2 sociétés à son actif. Une société de levée de capitaux au Japon et au Moyen-Orient, Alternative Capital Enterprise, et une société dédiée au design et à la décoration pour des projets d'hôtels de luxe et également des résidences de luxe. Nous allons maintenant écouter Cyril pour justement connaître les attentes un peu générales sur l'hôtellerie de luxe de demain. Laurent, d'abord, merci de ton invitation. Comme tu l'as souligné, je voyage maintenant depuis bientôt 30 ans de façon professionnelle et personnelle à travers le monde, aussi bien en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Je pense que, comme tout à chacun, la crise sanitaire actuelle, globale, m'a fait prendre conscience que la planète se dégradait tout d'abord à grande vitesse, et également qu'on était responsable tout à chacun de ce développement durable dont tout le monde parle. Plus concrètement, mes voyages européens à venir, dans un temps plus ou moins proche, je l'espère, en fonction des vaccinations, j'attends à ce que l'hôtel dans lequel je vais descendre m'offre d'abord une sécurité sanitaire, tout d'abord, mais aussi un hôtel qui aura pris conscience des challenges que cette crise sanitaire lui apportera dans les années à venir, à savoir des challenges de court terme, mais des challenges de moyen terme et de long terme. On est dans un monde qui évolue et qui était de plus en plus rapide grâce à la technologie. La technologie aujourd'hui, la digitalisation s'est faite de plus en plus rapide au travers de cette crise sanitaire. Et j'attends que, par exemple, des technologies comme le Bluetooth que l'on a mis en place depuis des années soient utilisées de façon systématique dans tous les hôtels, que ce soit les hôtels de luxe ou autres, par exemple. Je ne comprends pas aujourd'hui aller dans un hôtel, que ce soit un palace ou un hôtel de plus petite catégorie, que l'on arrive à la réception et qu'on me donne une carte magnétique alors que j'utilise mon portable pour payer quand je vais dans un restaurant, parfois en Asie, ou quand je vais dans un magasin. Ce téléphone portable peut très bien me permettre, grâce à cette technologie Bluetooth, d'ouvrir la porte de ma chambre. Par exemple, cette technologie peut également me permettre de programmer la lumière, de programmer tout un tas de choses. Le téléphone portable aujourd'hui est la télécommande de demain. Et je ne comprendrai pas que ces hôtels ne prennent pas cette technologie en compte. Merci Cyril. Nous notons bien sûr la sécurité sanitaire, la digitalisation, les nouvelles technologies qui vont aussi réduire les consommations d'énergie, du papier, de cartes magnétiques. Et puis je note aussi quand même une envie de changement, de prise en compte de ce qui se passe en ce moment et pour envisager un monde d'après. Nous retrouverons Cyril plus tard dans nos échanges. Anne Michaud, tu es
titulaire d'un PhD et d'un master en marketing. Tu as travaillé aussi en entreprise chez Unilever. Tu es maintenant doyen associé à la pédagogie à HEC. Tu es également donc professeur dans le luxe. On a eu l'occasion d'ailleurs de participer à tes cours où j'ai pu parler de l'hôtellerie. Merci. Et à chaque fois, nous avons eu plein d'échanges justement sur le monde de demain et l'hôtellerie et par rapport aussi à l'industrie du luxe. Tu es la directrice de la chaire académique LVMH. D'ailleurs, tu peux peut-être nous en dire un mot? Oui, cette chaire qu'on a créée, donc qu'on a renouvelée cette année, se concentre en fait sur tous les sujets qui nous intéressent aujourd'hui autour de l'engagement des entreprises, de l'engagement sociétal, comme source d'inspiration pour l'excellence. Merci. Justement, on a écouté Cyril. Quel est ton regard sur l'évolution de la société par rapport aux différentes industries du luxe que tu côtoies? Donc déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Je pense que l'industrie du luxe aujourd'hui, elle a un rôle à jouer qui est énorme dans cette évolution. Tout d'abord parce que l'industrie du luxe, c'est toujours une industrie qui a été utilisée pour s'exprimer, pour exprimer ses valeurs, pour exprimer ce que l'on est. Et en fait, ça peut être d'un point de vue statutaire, c'est-à-dire qu'on exprime ce que l'on est d'un point de vue statutaire, mais ça peut être aussi d'un point de vue valeur. Aujourd'hui, on consomme des marques pour dire qui on est. Dis-moi quelle marque tu aimes, quelle marque tu portes, avec quelle marque tu vis, je te dirai qui tu es. Et effectivement, le rôle des réseaux sociaux aussi là-dedans a tendance à augmenter tout ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les marques doivent prendre tout ça en considération et d'aider les consommateurs en fait, à exprimer ce qu'ils sont au travers des marques. Pour ça, ça veut dire que les marques ont besoin de se positionner en termes de porteuses de valeur, de porteuses d'inspiration aussi, et non seulement de regarder qu'est-ce que les clients souhaiteraient voir dans le monde d'aujourd'hui, mais peut-être aussi d'aller plus loin que ça en étant capable d'inspirer les clients par rapport à ce qu'ils voudraient voir dans le monde d'aujourd'hui. Ce que les marques de luxe ont toujours fait, elles ne se contentent pas de regarder ce que les clients veulent, mais elles essayent de les inspirer au-delà et de leur offrir quelque chose au-delà. Et on voit dans nos métiers depuis longtemps, on parle de développement durable, de la protection de la planète, mais est-ce que finalement, il n'est pas venu le temps de la restauration de la planète? C'est-à-dire qu'au lieu de la protéger, bien sûr que c'est le minimum, mais d'aller encore plus sur la restauration, comment je la régénère? Alors en fait, effectivement, la restauration de la planète, on peut se dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt un défi qu'on devrait se donner. Mais déjà, moi je pense que le luxe a beaucoup d'atouts. C'est un secteur qui a toujours été très respectueux des matières premières, des personnes, de tout son environnement en fait. Et c'est un secteur aussi qui a toujours pensé plus petit volume pour s'attacher à la qualité, du détail aussi. Donc on arrive avec beaucoup de bonnes pratiques à la base, ce qui est plutôt une bonne chose. Derrière, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire de mieux? En fait, finalement, restaurer la planète, aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a eu un point d'arrêt dans nos vies pour des questions de contexte. Et pour moi, c'est toujours un bon moment aussi peut-être de se dire, bah oui, c'est une contrainte, effectivement, peut-être aussi un moment de prendre du recul. On a rarement l'occasion de s'arrêter, l'opportunité de repenser ce qu'on fait, comment on le fait, et peut-être l'occasion de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut challenger dans la façon dont on faisait les choses auparavant et comment on pourrait les faire différemment. Et justement, est-ce que l'expérience client ne doit pas être en phase avec la nature, avec l'environnement? Comment on peut travailler, comment les marques peuvent travailler dans ce sens? Pour être en phase avec la nature et l'environnement, on voit que les marques de luxe aujourd'hui font beaucoup de choses. Et puis depuis longtemps d'ailleurs, puisqu'on sait que beaucoup ont des directeurs environnement depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, peut-être l'idée, ce serait de se dire, en fait, comment est-ce qu'on peut travailler plus loin, par exemple sur sa chaîne de valeur. On voit que beaucoup le font. Aujourd'hui, les défis de la chaîne de valeur dans le luxe sont énormes. Comment est-ce qu'on peut mieux travailler avec ses fournisseurs? Comment est-ce qu'on accompagne ces fournisseurs? Comment est-ce qu'on choisit ces fournisseurs, effectivement, qui sont plus respectueux peut-être? Mais surtout, comment est-ce qu'on accompagne ces fournisseurs dans une transformation? Et puis, comment est-ce qu'on a une chaîne de valeur soi-même plus performante pour éviter un maximum les déchets, pour repenser peut-être pas seulement avoir des produits, mais aussi des produits respectueux, bien sûr, penser à leur durabilité, penser éventuellement à recycler des déchets éventuels ou recycler des matières secondaires qui restent après la production. Qu'est-ce qu'on peut en faire, les réutiliser intelligemment? Et il y a beaucoup de marques qui le font de façon
très intéressante. Et puis, je dirais, les êtres humains, l'homme, la femme, font partie de la nature. On voit aujourd'hui, et je leur rends hommage, à leur capacité de résilience à tous les hôteliers qui sont aujourd'hui dans l'incapacité d'aller travailler, qui se retrouvent chez eux à attendre qu'ils aient l'occasion de pouvoir retravailler. Qu'est-ce que tu... Et puis cette nécessité aussi peut-être de revoir le management qui est assez traditionnel dans nos métiers de l'hôtellerie depuis des années et des années. Comment tu vois justement cette nouvelle phase qui va arriver quand on n'a pas travaillé depuis 6 mois, voire 1 an pour certains, reprendre l'activité? Moi je me dis, est-ce que ce n'est pas une occasion aussi d'introspection? Est-ce qu'ils vont vouloir continuer? Il y avait des difficultés aussi à embaucher dans ces métiers-là. Comment tu perçois ce sujet? C'est un sujet très intéressant d'un point de vue sociétal. Je pense qu'effectivement, comme tu le soulignes, les métiers de l'hôtellerie de luxe sont des métiers extrêmement exigeants pour les employés qui y travaillent. Et ce sont des métiers dans lesquels il faut être en permanence très actif, très à l'écoute de ses clients et très à l'écoute des exigences de clients qui sont, a fortiori, très exigeants. Et donc, c'est des métiers où la demande est intense et où c'est difficile d'y travailler. Aujourd'hui, on a des employés qui n'ont pas travaillé pendant longtemps. Effectivement, je pense que personne n'est capable de dire aujourd'hui quelle va être leur réaction en revenant. Il y a bien sûr du plaisir à travailler dans ce domaine-là, mais il y a aussi des contraintes. Et peut-être que c'est un moment où on doit réfléchir à ces contraintes et se dire comment est-ce qu'on peut essayer, en termes d'organisation, de voir les choses différemment. Aussi parce que le luxe, finalement, c'est quelque chose de très visible et que c'est des voix qui portent et que tout ce qu'on peut faire en étant leader dans cette amélioration, ça va être très, très visible et peut-être que le luxe a un rôle à jouer là-dessus, dans l'amélioration globale de la société, simplement parce qu'il est très visible. Oui, je pense que les prochains mois vont être très importants et je pense que c'est aussi l'opportunité de changer beaucoup de choses dans le management des équipes, dans l'organisation des hôtels et ça, nous le verrons également en arrière-partie. Merci beaucoup, Anne, de ton intervention. Nous allons maintenant aborder le côté construction, rénovation et construction. Stéphanie, on se connaît depuis quelques années. On avait eu ce plaisir de travailler ensemble à Équipe Hôtel en 2016, où on avait créé la chambre Origine, une chambre biosourcée, une chambre économe en énergie et à l'époque aussi une chambre qui parlait de se ressourcer. Je vais te laisser dire un mot sur le cabinet, l'agence AW2. Vous avez fait de très belles réalisations, mais tu en parleras mieux que moi. Merci Laurent. Oui, l'agence AW2, bon, ça fait un petit moment déjà qu'on dessine et qu'on conçoit des espaces d'hôtellerie, puisque Reda Amalou, donc mon associé, a créé l'agence en 97. Donc à cette époque, c'était le tout début des notions d'architecture environnementale, vraiment le tout début, c'est-à-dire qu'on était aux prémices. Et on s'est tout de suite saisi du sujet puisqu'on a eu la chance de pouvoir travailler dans beaucoup de pays différents et à chaque fois d'intervenir dans des sites assez intouchés et assez sublimes. Donc cette problématique s'est imposée à nous et on s'en est saisi pour la transformer en quelque chose de riche et finalement d'innovant à l'époque. Alors, tu as un exemple assez incroyable que tu vas nous parler, nous présenter, c'est l'hôtel Assia Papagayo au Costa Rica. Tu peux nous en dire quelques mots et en parallèle de tes propos, on va avoir de très très belles images. Oui. Alors Assia Papagayo, c'est une de nos expériences récentes particulièrement extraordinaires, puisque toute l'idée du projet, l'idée du propriétaire, c'était de dire finalement cette terre, il faut qu'on en profite, on fait partie de la terre, on est tout à fait légitime, mais on ne doit pas la consommer. Et en fait, il a superposé ces deux notions, profiter de la terre et ne pas consommer cette terre, pour qu'on puisse continuer à en profiter longtemps. Et sur cette base-là, il a décidé de partir au Costa Rica. Il a trouvé un lieu complètement fascinant, en bord de mer, dans la forêt tropicale, littéralement. Et il nous a dit, faites ici quelque chose qu'on n'a jamais fait ailleurs, où il y aura finalement très peu de clés, mais donnez à chacun l'expérience de sa vie, en termes d'immersion. Voilà. C'est fini le temps, et heureusement, enfin j'espère que ça va se finir, on arrivait, on disait, on rase tout, on construit, on replante, et qui ne gardait pas l'authenticité des lieux d'ailleurs. Ah bah, c'est non seulement fini, mais en plus complètement impossible, puisqu'il y a de plus en plus de lieux protégés, et c'est tant mieux. Et au Costa Rica, c'est un pays qui justement protège sa nature de manière assez efficace. Et par exemple, dans ce site-là, on ne pouvait pas abattre un seul arbre. Donc on a passé tous les premiers mois de l'étude dans le site à essayer de chercher les clairières, à trouver les lieux propices à l'installation, dans cette idée qu'on allait s'insérer dans cet environnement en commençant par le comprendre.
Et ça, finalement, c'est une notion qu'on répète dans tous nos projets, cette idée de comprendre le lieu, de se l'approprier et d'essayer d'en extraire son intelligence propre. Et donc, ça nous permet à chaque fois de réinventer quelque chose qui sera en cohérence absolue avec l'endroit où on s'installe. Et quand on fait un type d'hôtel comme ça, comment vous gérez justement l'économie d'énergie, la production d'électricité? Est-ce que tu peux parce qu'on ne voit pas, je sais qu'il y en a, on ne voit pas les panneaux solaires. Comment vous avez géré cette question-là? Et pourtant, il y en a, puisqu'effectivement, c'est un hôtel qui est 100% solaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ressource électrique hormis la ressource solaire locale. Alors, on a dû étudier, évidemment, le sujet en détail. D'abord, la première démarche est de diminuer les consommations. Donc, il y a eu plein de choix de faits à l'intérieur de l'hôtel lui-même pour que les consommations soient limitées. Je donne un tout petit exemple. Il n'y a pas de sèche-cheveux. Parce que le sèche-cheveux, contrairement à ce qu'on pense, c'est vraiment quelque chose qui absorbe d'un coup beaucoup d'énergie, comme une bouilloire, par exemple. Il n'y a pas de bouilloire. Ça donne cette espèce de contradiction entre l'utilisation massive, globale d'une grosse puissance, et ces choses-là, on les évite. Voilà. Comment vous avez fait pour le minibar? Alors pour le minibar, consommateur d'énergie aussi. Mais absolument, ça a été un des sujets qui a été identifié dès le départ. On a décidé de dessiner une glacière en bois qui s'insère complètement dans l'aménagement intérieur de la chambre. Et cette glacière est alimentée par des pains de glace qui, eux, sont rafraîchis dans la partie service de l'hôtel, dans le point unique de l'hôtel où on a un grand champ de panneaux solaires qui est complètement caché du regard des invités. Voilà, donc en fait, on a regardé chaque petit détail, on a essayé de réfléchir à chaque sujet pour pouvoir être en 100% solaire, y compris la climatisation de la chambre, ce qui n'a pas été évident, et on est extrêmement satisfait de cet équilibre qu'on a pu trouver. Pendant que tu parles, nos internautes peuvent voir la glacière derrière toi, justement, oui, pour illustrer tes propos. J'ai vu aussi une magnifique baignoire qui ne m'avait pas l'air du Costa Rica. Peux-tu nous en dire un petit mot sur ça? Oui, alors ça, c'est plutôt dans l'idée de réutiliser au maximum tout ce qu'on peut trouver sur le site. Et il se trouve que sur ce site, il y avait 3 baignoires en cuivre qu'on a décidé de réutiliser. Pas tellement parce qu'on les trouvait magnifiques, même si elles sont hyper intéressantes, mais c'est surtout que ça nous permettait de garder une connexion au lieu et ça nous permettait de dire finalement ce qui est là, ce qui est sur place, on va le réutiliser au maximum, de la même manière qu'on a réutilisé des planches de bois qui avaient déjà été qui étaient sur site, qui étaient abandonnées sur le lieu, plutôt que de dire bon, on les met au rebut, on les réutilise pour la construction et pour la réalisation de l'hôtel. Puis vous avez été très loin, vous avez créé une menuiserie sur place? Oui, on a créé une menuiserie puisque toute la conception du mobilier et des intérieurs est basée sur le fait qu'on utilise du Guanacaste, qui est le bois local, puisque la province du Guanacaste. Et on a installé tout un atelier de menuiserie avec des artisans qui sont venus sur place parce qu'on est quand même un peu loin de tout. Donc, c'est pas évident de. Et quand on voit également le lit, le canapé qui a une forme d'alcôve, comment vous avez quand même, par rapport à la réduction de l'empreinte écologique, comment vous avez fait? Oui, alors tous les savoir-faire n'étaient pas disponibles localement. Donc par exemple, on voit sur les images ces espèces de conceptions en plateforme qui sont des choses qu'on peut réaliser sur site. Et tout ce qu'on a pu réaliser sur site a été fait, par exemple les portes à panneautage, etc. En revanche, les éléments de mobilier un peu plus travaillés, comme le canapé par exemple, on a besoin d'une ressource un peu plus technique. Et là, on a travaillé avec un artisan en Espagne qui a réalisé tous les mobiliers et tout a été envoyé par bateau en un seul container au Costa Rica. D'accord. Je te propose de retrouver Cyril qui va nous faire part de ses attentes en termes de développement durable dans l'hôtellerie et de la protection de la planète sur un hôtel que tu connais très bien, mais nous verrons ça après. Cyril. Alors oui, tout à fait. Depuis plusieurs années, mon épouse et moi-même restons fréquemment dans les hôtels du groupe Six Sense, qui sont des hôtels présents en Asie principalement, mais qui se développent ces dernières années en Europe et aux États-Unis également. C'est des hôtels qui privilégient un retour à la nature. Les Anglais ont un terme que j'aime beaucoup qu'on appelle le reboot. Le reboot, c'est vraiment une régénération du corps et de l'esprit. Et je pense que c'est exactement ce que l'on va chercher dans ces hôtels. Le Six Sense a développé la naturothérapie, privilégie une agriculture locale, organique, donc qui soutient aussi bien les communautés locales. Et je pense que, je l'ai mentionné tout à l'heure, je pense que ça fait partie de l'empreinte carbone, ou du moins d'une réduction de l'empreinte carbone. Et je pense que c'est très, très important. Et j'espère, je le vois moins, alors peut-être parce que je vis en Asie, mais je le vois moins en Europe, j'espère qu'il y a de telles initiatives.
Et encore une fois, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je pense que dans le court ou moyen terme, le tourisme intracommunautaire ou intrarégional va se développer a fortiori. Et je pense qu'à partir du moment où les hôtels seront capables d'offrir une qualité de service où le client peut se ressourcer, que ce soit en ville ou que ce soit à la campagne, je pense qu'après une crise sanitaire anxiogène comme celle que l'on est en train de vivre, je pense que ce sera extrêmement important. Et j'espère que les hôtels, je dirais, garderont cette proximité avec les attentes de leur clientèle. C'est du moins ce que j'en attends à mon niveau. Merci Cyril, on voit bien qu'il y a une volonté de retour aux sources. Le Six Senses Condao au Vietnam a été réalisé par vous avec Reda. Peux-tu nous en dire un mot? Oui, absolument. C'était un de nos premiers hôtels. Donc, on était au tout début de notre expérience sur le sujet avec une grande marque qui est Six Senses, déjà très précurseur, très expérimenté dans l'architecture environnementale, dans l'opération environnementale, puisqu'il ne s'agit pas que de construire, il faut ensuite gérer de manière environnementale. Et alors là, c'était une expérience extraordinaire aussi, puisque l'île de Condao est au large du delta du Mékong, avec un accès extrêmement difficile. Donc on a dû penser tout le bâti avec cette idée qu'il va falloir le construire avec finalement peu de moyens, peu de ressources. Et donc on a imaginé toutes ces structures en ossature bois qui sont venues s'installer sur cette plage extraordinaire sans la changer en termes de comportement des éléments sur site. C'est ce qu'on appelle le concept d'architecture sans impact? Voilà, c'est sans impact parce que tout a été pensé pour que le chantier lui-même n'impacte pas le lieu, ne le modifie pas. Donc, par exemple, on a réfléchi à tous les circuits d'eau naturels, tous les écoulements, la manière de travailler, ne serait-ce que visuellement, avec des toitures en bois qui s'intègrent complètement dans l'arrière-plan de forêt. Tous ces sujets-là, ils ont été évidemment traités dans la conception très en amont. D'accord. Et d'après toi, c'est quoi les clés de succès justement pour un projet de construction, les 3 clés de succès pour un projet de construction, de rénovation d'un hôtel? Je pense qu'il y a 3 choses qui sont essentielles. La première, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la compréhension du lieu. C'est prendre possession des choses et en comprendre leur intelligence, où qu'on soit. Ça, c'est valable en ville, c'est valable quand on est dans un pays étranger. La seule chose qui compte, c'est de comprendre, d'écouter. La deuxième chose très importante, c'est d'établir la vision. Et la vision, c'est l'expérience. L'expérience, c'est comment est-ce qu'on va ressentir ce lieu, comment on va le comprendre. Et enfin, le troisième élément essentiel, c'est la grande complicité qu'il faut installer entre le propriétaire, l'hôtelier et le concepteur, évidemment. Et derrière toi, on voit 2 images d'un hôtel à Zermatt que vous êtes en train de faire. Justement, on voit le lien au lieu. Peut-être que tu peux nous en dire un mot? Oui. Là, donc, dans cet hôtel qui est un Ritz-Carlton, qui est en tout début de conception à Zermatt, on est vraiment dans un trio intéressant puisque le propriétaire est un valseur, comme il s'appelle lui-même, c'est-à-dire un membre de cette famille de tradition locale qui a envie de rester dans ce lieu et de le rendre magique en gardant une cohérence forte avec le site. On voit le Matterhorn en arrière-plan. Et donc toute la conception a été conçue de manière à allier la marque hôtelière avec son niveau de qualité, l'histoire des valseurs et la conception architecturale de la W2. Et on pourrait nous dire, bah oui, mais quand on est dans la nature, c'est facile de se reconnecter et de créer les conditions pour être en lien avec elle. Mais quand on rénove un hôtel en centre-ville, est-ce qu'il y a quand même la possibilité, justement, comment on fait pour se reconnecter à la nature, même si on est dans une cité urbaine internationale? Alors nous, on pense que la nature, c'est quelque chose qui correspond en fait à notre milieu de vie. Et par exemple, on vient de terminer un nouvel concept de chaîne hôtelière au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville, qui est un hôtel ultra-urbain. Et là, toute la thématique, c'est de dire on se recentre sur la vie de la rue. Et en fait, tout l'hôtel est régi par l'idée qu'on fonctionne avec la rue autour, on s'imprègne de l'environnement immédiat et on est dans un dedans-dehors, dans le lobby ou dans la rue, de la même manière. Et donc, on va expérimenter le lieu profondément dans ses racines et dans ce qu'il peut donner de plus fort. Et on est en milieu urbain. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Stéphanie, de tes propos. Nous allons aller en France. Nous allons à la rencontre du château de Massillan avec quelques commentaires de son fondateur, Didier Péréol,
qui est un homme assez incroyable, une passion pour l'environnement. Vous allez découvrir un parc de 10 hectares, des arbres majestueux, un étang naturel, un potager bio, un restaurant étoilé, un spa naturel. Et vous avez même, il va vous l'expliquer, mais même le lit est 100% naturel. Tout a été mis en œuvre pour que votre séjour soit empreint de conscience écologique. Et c'est vraiment un bel exemple. Donc nous allons regarder ce reportage. Bonjour, bienvenue au château de Massillon. Nous sommes en Provence, entre Bolène et Orange, dans le département du Vaucluse. Je suis Didier Péréol, le propriétaire de ce magnifique château, et je souhaite bénéficier de mon expérience d'entrepreneur pendant plus de 30 années à la tête d'une entreprise qui s'appelle Equibio. J'ai découvert la petite graine de quinoa, mais je travaille le petit épeaudeau de Provence, le riz Camargue, enfin différents aliments très importants pour notre deuxième cerveau. J'ai voulu travailler dans ce nouveau écosystème de hôtellerie, restauration responsable en mettant à profit ce que j'ai pu vivre dans cette expérience en faisant un jardin potager en bio sur le domaine et également un domaine viticole qui est tout près du lieu de ce restaurant et hôtel, pour faire connaître aussi dans la vallée du Rhône tous les côtes du Rhône qui peuvent être en bio ou en biodynamie. Après avoir rénové tous ces bâtiments en préservant les matériaux de première qualité, géothermie, utilisation du feng shui, de toutes les techniques aussi de conservation de ces qualités de construction, nous avons souhaité développer dans le niveau du bien-être les draps en coton bio, les serviettes en coton bio, des matelas 100% latex, une cuisine 100% bio avec des produits frais, avec un chef qui vient d'avoir une étoile au guide Michelin. Voilà, tout un concept d'accueil maximum pour le confort de nos clients et convives. Et dernière nouvelle, nous avons construit un biospa magnifique avec toutes les dernières technologies qui existent en développement durable, avec géothermie verticale, système d'aérothermie et bien sûr avec des cosmétiques pour soigner en bio et nous permettre de faire découvrir à nos clients la sophrologie, le yoga, toutes les thérapies naturelles pour être un séjour bien-être et éco-responsable, tout ça en Provence, pour sauvegarder notre planète. Alors, toute cette énergie positive de construire un nouveau concept d'hôtellerie-restauration, parce que je suis convaincu que le consommateur aujourd'hui voudra découvrir déjà un peu de notre territoire, la Provence, et avec le respect de son impact qu'on peut avoir sur son environnement, l'impact carbone, la responsabilité qu'on peut avoir et faire découvrir toutes ces nouvelles façons de s'alimenter, ces façons de se soigner et de se détendre et de se reposer dans un cadre qui se prête à recevoir dans un lieu de quiétude ce moment de détente et de loisir. Incroyable. Voilà un bel exemple de réalité. C'est des choses qui sont faites, qui se vivent, qui existent aujourd'hui en France. Donc c'est possible. C'est possible aussi de changer ces lits, de mettre des lits bio qui n'ont pas de plastique. Récemment, j'avais vu des lits recyclés en plastique. Je trouvais que c'est n'importe quoi. Certes, il faut le recycler, le plastique, mais il faut aussi surtout le supprimer. On voit beaucoup d'enjeux dans l'hôtellerie. Certains sont contents d'arrêter les pailles en plastique. Voilà un hôtel qui va beaucoup plus loin que le haut de l'iceberg. Et ça, je pense, c'est des choses à montrer, à partager, et c'est une belle réalisation. Jean-Louis Poiroux, on se connaît aussi depuis pas mal d'années, tu es un ancien de chez L'Oréal, ensuite tu as fait des voyages, des sources d'inspiration, tu es revenu, tu as créé la marque le Spa 5 Mondes, tu as récemment développé une nouvelle gamme de produits BioVive, tu as écrit, on en parlera plus tard, un très très bon livre sur le bio, c'est la vie. Peux-tu nous dire un peu plus sur ton parcours, comment tu t'es éveillé, je dirais, au bien-être de l'humain, qui est ton sujet, mais le bien-être de l'humain, c'est aussi le bien-être de la planète, et auquel tu as été te chercher cette source d'inspiration. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, alors il y a à la fois, finalement, dans la nature, il y a son écologie personnelle, et puis il y a l'écologie de la nature en général. Et les deux sont en interaction. Si le paysage est magnifique et qu'on est en pleine nature et qu'à l'intérieur on se sent affreusement mal, on ne peut pas dire que l'écologie soit tout à fait respectée et inversement. Donc moi, effectivement, mon parcours, ça a été de découvrir les médecines traditionnelles.
Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va énormément se développer, y compris dans les hôtels, via les spas et les wellness retreats, etc. Parce que finalement, c'est être à l'écoute de ses émotions, être à l'écoute de son âme et être à l'écoute de sa santé de manière globale. Donc les médecines traditionnelles, j'ai découvert ça à Londres. Dans mes 2 premières années d'expatriation, j'avais 20 ans. J'allais me faire masser, j'allais faire des massages ayurvédiques. Et mes copains pensaient que j'allais voir les filles, parce que c'était quand même il y a assez longtemps maintenant. Et puis ensuite, j'ai découvert la cosmétique avec le groupe L'Oréal. J'ai énormément appris de choses. Et puis ensuite, j'ai été directeur marketing de Tag Heuer, une marque de luxe de montres. Et là, j'ai fait des boutiques à Hong Kong, à Singapour. Et finalement, pour faire des spas 5 mondes, il faut 3 choses. Il faut les soins, donc il faut un intérêt profond pour les médecines traditionnelles. Ça, c'est la première chose. Ce sont des lieux qui accueillent du public, donc il faut avoir un vrai intérêt pour l'architecture. Et puis, ce sont aussi des lieux dans lesquels on prend soin de soi et où la cosmétique la plus naturelle possible, bien évidemment, est importante. Et après ça, je suis parti 1 an autour du monde avec ma femme et on a fait, moi j'avais écrit une note de synthèse d'une dizaine de pages où je disais les 5 grandes cultures qui m'inspiraient, qui étaient la Chine, le Japon, Bali, le Maghreb et l'Inde. Et on est resté 3 mois, 4 mois dans chaque endroit. Et on est allé au cœur de la nature. C'est-à-dire à la fois la nature de ces cultures, c'est-à-dire le noix de Beauharn, le massage thaï traditionnel. On a fait les niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, teachers levels. Donc c'était ultra intéressant. Et puis au retour, j'ai pris des recettes de beauté. Je suis allé voir l'INRA en Polynésie, je suis allé voir les herboristes sur l'île de Java, etc. Et j'ai rapporté des recettes de beauté qui permettaient de faire ces soins. Donc vraiment, il y a eu les spas pampering aux États-Unis dans les années 80 où on vous cajolait, on vous chouchoutait, etc. Moi, j'ai voulu faire quelque chose de vraiment très différent, c'est-à-dire d'être le plus fidèle possible aux médecines traditionnelles. L'Ayurveda, 5000 ans d'antériorité qui soignent par des choses exclusivement naturelles, c'est-à-dire la nutrition, le sommeil, la purification, la respiration, le Kriya Yoga, etc. Alors justement, est-ce que si on revient sur la raison d'être d'un hôtel, qui aujourd'hui était essentiellement de dormir, est-ce que justement les hôtels ne devraient pas se dire aujourd'hui la raison d'être c'est effectivement je viens dormir dans un hôtel, mais je viens me ressourcer. C'est-à-dire que quand je séjourne à l'hôtel, quand j'en ressors, à la limite je suis encore mieux qu'en arrivant. Oui, absolument. Moi je pense qu'un hôtel ça doit être un lieu de régénération. C'est intéressant parce qu'effectivement, quand j'ai commencé à parler effectivement du bien-être dans les hôtels il y a 20 ans pour les spas, etc., il y avait pas mal d'hôteliers qui me disaient, bon, nous, on fait les lits, on fait le café. C'est la base de ce qu'on fait. Et puis ensuite, j'ai rencontré, par exemple, François Dussart, qui dirigeait le Beau Rivage Palace. Et lui, il avait l'ambition de faire de tout son environnement, parce qu'il ne limitait pas son hôtel à son hôtel. Il y avait aussi le lac Léman, il y avait aussi les Alpes, il y avait aussi les vignes, etc. Et il voulait faire un lieu holistique où finalement chaque partie du parcours client, de son expérience, c'est pas très joli d'ailleurs parcours client, puisque c'est beaucoup plus improvisé que ça, participe à un bien-être global. Et donc, on a travaillé avec eux. Aujourd'hui, on propose des wellness retreats qui sont sur 8 jours, par exemple, et où on s'appuie sur 5 piliers de la santé, qui sont le sommeil. Donc, c'est très important pour le voyageur en particulier. Donc, on a un soin qui s'appelle le sirop d'Ara, qui est ce filet d'huile de sésame chaud qui coule d'une tempe à l'autre. Donc c'est un soin ayurvédique. En 20 minutes, on est dans un état alpha, c'est comme si on dormait pendant 3 heures. Donc les personnes sont totalement revitalisées, restaurées, régénérées.
Pour le sommeil, on a également des soins vespéraux, on a des menus d'oreiller où les personnes choisissent vraiment. Et puis on a ce filtre de sommeil qui est en fait un parfum, qui était le parfum de la reine Hatshepsut, dont le poète Plutarque, philosophe, avait dit, ça s'appelait le Kifi, qu'il avait le don d'apaiser l'esprit et d'égayer les songes. Et moi j'ai demandé à Olivia Giacobetti de recréer ce parfum antique, qui est le premier parfum dont on ait la trace dans l'histoire de l'humanité. Et on l'utilise en brume d'oreiller le soir pour que les personnes justement glissent dans le sommeil. D'ailleurs, ça c'est un sujet facilement. Pour bien dormir, on l'oublie, oui. Il faut bien s'endormir. Oui, ça c'est un sujet qu'on avait travaillé dans la chambre origine. Mais pour bien s'endormir, il faut avoir les conditions dans la chambre qui vous amènent à bien dormir. Par exemple, le petit chocolat le soir à 22 h, est-ce que ce n'est pas forcément la meilleure chose? On a vu avec le château de Massillon la nécessité d'avoir, en tout cas, tout le bien-être que ça peut apporter pour la nutrition et le potager bio et la nourriture. Est-ce que tu peux nous dire un mot aussi sur, on a vu les soins, ce que ça nous apporte sur peut-être notre démarche spirituelle ou en tout cas notre psyché, mais aussi voilà, bien manger, c'est aussi bien vivre. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les problèmes de nutrition? La nutrition est très importante. Alors en plus, quand on a la chance, comme au Beau Rivage Palace, de travailler avec Anne-Sophie Pic, évidemment, c'est le luxe absolu. Mais on travaille aussi sur les médecines traditionnelles, la nutrition dans les médecines traditionnelles. Et c'est très intéressant. Dans la médecine ayurvédique, il y a les trois constitutions, Vata, Pitta, Kapha, et qui doivent être rééquilibrées par certaines. Donc quand on est par exemple Kapha, on est un élément plus liquide, on est plus stable et le défaut à l'extrême, c'est l'inertie. Et donc là, il faut épicer les plats. Donc on a un bar à épices au Long Beach, à l'île Maurice, au Club Méditerranée d'Albion, à l'île Maurice. On a un grand partenariat avec le Club Méditerranée. On travaille dans une douzaine de clubs Méditerranée. Et on a le soir, par exemple, alors pour joindre la nutrition et le sommeil, une préparation ayurvédique qui est le lait d'or, qui est un lait avec du curcuma et qui a des vertus dormitives assez exceptionnelles, qui se boit tiède. Et c'est tout à fait intéressant. Et pour la nutrition, il y a également ce jeu, c'est un peu un jeu qu'on a fait dans certains des hôtels, pour que les personnes mangent en conscience. On leur a mis un sablier. Alors c'est un jeu. Donc, oui, mais c'est le moyen de vivre le moment présent. C'est le moyen de dire, tiens, cette bouchée-là, j'ai 2 minutes pour en profiter, cette explosion de saveur, etc. Donc les gens ne restent pas rivés sur le sablier, mais c'est l'idée, c'est cette projection de dire que c'est important. Puis après, il y a le yoga et la méditation, qui sont des choses qui étaient totalement pas évoquées au tout début des spas, et qu'aujourd'hui, rendez-vous compte, il y a 37% des femmes américaines et des hommes américains de la côte ouest, New York, et de la côte est, donc Los Angeles, qui ont pratiqué au moins une fois le yoga dans leur vie. Et des clients de spa que l'on a, nous, il y a 55% des personnes qui ont pratiqué ou qui pratiquent le yoga. Autant dire que pour la clientèle française, donc quand on a cette clientèle américaine, s'ils viennent en France, ils vont vouloir retrouver cette possibilité de faire du yoga. Absolument. Donc là, il y a une véritable adaptation. Donc par exemple, dans la rénovation du spa du Beau Rivage Palace, on a créé des salles de relaxation et des salles de yoga supplémentaires face au lac Léman pour. Passionnant. Un mot de ce livre que tu as fait avec Galia Ortega? Oui, j'ai écrit avec ma complice d'écriture. On a fait 8 livres ensemble. Le premier qui s'appelait L'art du bien-être dans le monde, qui était une synthèse de tout ce qu'on pouvait trouver comme tradition à travers le monde. Et C'est bio la vie, c'est une réflexion sur les enjeux du bio, parce que finalement le bio est utilisé commercialement, mais il y a quand même un pas en avant
qui est déterminant sur la souffrance animale, sur les perturbateurs endocriniens, sur les néonicotinoïdes pour les abeilles. Enfin, il y a un nombre d'enjeux de santé publique autour du bio qui est absolument colossal. Les grandes enseignes s'en saisissent et moi je trouve ça vraiment très bien. Il faut savoir que, et ça va jusqu'aux cosmétiques, j'ai créé une marque de cosmétiques qui s'appelle BioVive, qui est inspirée de gémothérapie, c'est-à-dire la puissance des bourgeons, donc qui contiennent tout ce qu'il y a pour faire un arbre tout entier, donc les flavonoïdes, les vitamines, les sels minéraux, donc c'est un concentré de vie. Et puis on est avec des formules à 99 à 100% d'origine naturelle. Donc là c'est vraiment... et on est dans l'ultra bio, c'est-à-dire que même l'eau, normalement on met de l'eau osmosée dans des cosmétiques, et là en fait on a pressé à froid des jeunes pousses d'onagre, des jeunes pousses d'orge et de l'eau de citron bio, ce qui fait que même l'eau dans ces cosmétiques est bio. Quand on sait qu'on a dans une vie totale, dans une vie complète, on absorbe 2 kilos au total de substances comme des phtalates, des métaux lourds, il y a 2 kilos qui transitent par nous. C'est des statistiques qui éveillent quelque chose en nous. Il y a un véritable enjeu à la fois dans l'assiette, dans la nutrition, dans le textile dont tu parlais tout à l'heure, mais bien évidemment dans les cosmétiques quand même qui sont une seconde peau. Donc c'est au plus près de notre santé et de notre équilibre. C'est très important, merci beaucoup. Ça donne beaucoup d'inspiration pour les hôteliers pour demain. Nous allons retrouver Cyril pour une dernière question sur justement le monde de demain. N'est-il pas le temps de repenser à l'essence même de l'hôtellerie, de revoir son modèle économique afin de trouver justement un équilibre entre profitabilité et la restauration de la terre? Et je vous donnerai ensuite le mot de conclusion à chacun d'entre vous. Cyril. Tu parles de nouveau modèle économique. Je pense qu'effectivement, je reviens à la crise sanitaire. Je pense que cette crise sanitaire peut permettre à l'hôtellerie de demain de trouver un modèle vertueux, à savoir un modèle qui répond au challenge de l'après-crise en termes sanitaires, en termes de sécurité, en termes peut-être de charte au niveau des matériaux, au niveau de la nourriture, mais également qui leur permet de trouver un équilibre où la profitabilité est toujours là, mais également où le développement durable, qui est un concept dont on parle souvent, qui est très théorique, mais qui n'est pas nécessairement à pratiquer partout, peut l'être. Je dirais, on peut proposer une hôtellerie de luxe que je connais bien, avec des services qui sont en respect avec la nature, et qui dit développement durable dit aussi des obligations vis-à-vis des propriétaires des hôtels, vis-à-vis des investisseurs. La profitabilité à tout va, je pense que ce ne sera pas la réponse de l'avenir de l'hôtellerie de demain. Qu'en pensez-vous? N'est-il pas le temps justement de repenser à l'essence même d'un hôtel et de revoir son modèle? Est-ce qu'un jour on sera fier de dire voilà, j'ai fait tant de bénéfices dans mon entreprise, j'ai pu faire travailler tant de collaborateurs, j'ai pu rendre heureux mes clients et en plus j'ai contribué efficacement à la restauration de la terre en participant à la reforestation, ça se fait déjà parfois, ou à développer la population de tel animal dans une vallée en montagne, ou protéger des milliers d'insectes. Enfin, qu'en pensez-vous? Anne, vas-y. Je vais peut-être débuter en effet. Je pense qu'aujourd'hui, on a les marques, que ce soit dans le monde du luxe ou dans d'autres, ont une véritable responsabilité, c'est-à-dire que pour avoir le droit d'opérer dans cette société, finalement, il faut satisfaire ses clients dans tout ce qu'on leur offre, y compris dans la dimension durable de ce qu'on leur offre, mais aussi avoir le droit d'exister par rapport à ses non-clients. Et je trouve que ce que tu dis là sur finalement qu'est-ce qu'on doit donner, c'est ça, c'est un peu le concept de give back très anglo-saxon, mais en fait c'est une sorte de licence d'avoir le droit d'opérer sur la planète. Donc qu'est-ce que les marques peuvent faire, chacune à leur niveau, et en particulier dans le domaine de l'hôtellerie qui est encore une fois très visible aussi,
c'est effectivement d'être capable de se dire, voilà, on est dans un environnement, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'écosystème qui est autour de nous? Qu'est-ce qu'on fait pour amener tous les différents acteurs qui peuvent être autour de l'endroit où on s'implante à faire partie de ce développement et le faire de façon active. Et puis pour les autres marques de luxe, c'est pareil. Par exemple, une marque comme Guerlain, qui travaille beaucoup avec les abeilles, va aller éduquer les enfants sur l'importance des abeilles dans l'environnement et donc va aller dans les écoles pour le faire. C'est une façon, effectivement, de redonner cette inspiration qu'on a eue de la nature et d'aller la protéger à sa façon, dans la mesure où on peut le faire. Jean-Louis, en 30 secondes. Je m'inscris totalement là-dedans, mais j'y rajouterais aussi la notion d'échelle, parce qu'en fait, il y a des très grandes entreprises qui peuvent faire des choses vraiment massives, importantes, les fondations Bill Gates qui sont extrêmement dotées, mais moi je verrais aussi la métaphore du colibri de Pierre Rabhi. Le colibri qui a un incendie et qui ramène quelques gouttes d'eau, etc. Et les animaux lui disent, les autres animaux de la forêt lui disent, mais que fais-tu, colibri, tu es fou, tu n'arriveras jamais à éteindre cet incendie. Et il dit oui, mais je fais ma part. Donc, moi, par exemple, depuis 10 ans, je participe à un projet d'une ONG qui scolarise en Inde les jeunes filles, les petites filles. Les garçons vont à l'école et les filles vont au champ. C'est comme ça que ça se passe encore aujourd'hui. Et donc on paye les uniformes, l'enseignement, la nourriture, etc. Et c'est deux classes de 5e chaque année depuis 10 ans. Donc ça fait quelques centaines d'enfants. Et c'est un peu la métaphore du colibri, c'est-à-dire que si on est plein comme ça de projets qui mettent au cœur l'humain et le social, mais il va se passer des vrais changements. Et c'est important de rappeler qu'effectivement la Terre, l'environnement, c'est les communautés, c'est les êtres humains, c'est la forêt, les océans, enfin on est dans un collectif en fait tous ensemble. Et Stéphanie ? Oui, je pense que vous l'avez bien résumé. Pour moi, la réponse, elle est essentiellement contextuelle. C'est-à-dire si on considère que le contexte est un atout, est une richesse, et si on s'en sert pour nourrir l'expérience et pour transmettre cette expérience, ça veut dire qu'on va associer finalement deux notions assez vertueuses, contexte, expérience, et on va faire comprendre à tous que l'essentiel est là, est déjà là et qu'il faut le protéger. Donc je pense que par toutes ces actions que vous venez d'énumérer, et puis par cette idée qu'on va transformer le lieu en s'en inspirant fortement, on va permettre de donner à chacun cette idée que protégeons la Terre, ne la consommons pas. Et en dernier mot, je dirais à tous les hôteliers, effectivement, profitez de cette période pour aller voir vos fournisseurs, pour changer, pour apporter des améliorations. Soyez en contact, pensez à demain, à votre retour. On pense très fort à vous. Merci à vous trois d'avoir été inspirants avec autant de douceur. Merci à Équipe Hôtel de l'organisation de ce plateau eTalks. Merci à vous tous pour votre écoute. Nous restons à vos côtés pour poursuivre nos échanges si vous avez besoin de nous. Nous avons voulu vous proposer un temps de réflexion, d'inspiration pour vous emmener vers un ailleurs. C'est le temps de se remettre en question et de mettre à profit cette période. L'hôtel de demain est un lieu de ressourcement, de reconnexion à la Terre. Un nouveau modèle de management est à trouver. Osons diriger autrement les équipes. Donnons-leur le pouvoir d'agir et de se motiver à ce projet pour les années à venir. Créons un modèle vertueux autour de nouveaux services, tout en contribuant à la restauration de la Terre et de continuer ainsi de bénéficier de ces richesses et pour nos générations futures. Nous avons besoin de la Terre, mais elle n'a pas vraiment besoin de nous. Alors respectons-la et soyons là à ses côtés pour lui redonner toute sa splendeur, sa vitalité, qui au fond de nous est si chère.